Je m'appelle Wang Shuibo. Je suis né en 1960. À cette époque, tous les jeunes faisaient un dessin intitulé « Le jour se lève sur la place Tian'anmen ». La place Tian'anmen symbolisait la Chine nouvelle. Les tournesols, c'était nous, la nouvelle génération de communistes. Et le soleil rouge, c'était notre dirigeant suprême, le président Mao Zedong. Inspiré par le succès de la Révolution russe de 1917, Mao Zedong et ses camarades fondèrent le Parti communiste chinois. Mon grand-père, qui était né peu après Mao, se joignit aux communistes dans les années 1920. Leur programme était d'expulser les impérialistes, d'ôter le pouvoir aux riches et d'améliorer les conditions de vie du peuple. 4 ans après la Seconde Guerre mondiale, les communistes renversaient finalement le gouvernement nationaliste et Mao Zedong proclamait la naissance de la Chine nouvelle sur la place Tian'anmen. Il promettait une société fondée sur l'égalité et la coopération. Mon grand-père devint un haut fonctionnaire de la Chine nouvelle et divorça de ma grand-mère, qu'il avait épousée suite à un mariage de convenance. Suivant la tradition, elle avait les pieds bandés. Il épousa l'une de ses camarades communistes, dont les pieds n'étaient pas bandés. Ma mère était fonctionnaire de l'État. Nous étions tous convaincus qu'elle serait la plus fortunée de la famille, parce qu'elle avait un grain de beauté sur le menton, tout comme le président Mao Zedong. Mon père était ingénieur à la conservation des eaux. Il a un nom russe, Nov. Mon grand-père lui avait donné ce nom en l'honneur de la Révolution russe. Je suis né le 11 septembre 1960. J'étais le 4e enfant de la famille. 1960 fut une année de famine en Chine. Le grand bond en avant, grâce à aucun, Mao comptait faire de la Chine une des principales puissances industrielles, s'était soldé par un échec pitoyable. Mais 4 ans plus tard, l'économie de la Chine s'améliorait. Et j'avais un frère. Il pesait 12 livres et ressemblait à un joyeux petit Bouddha. À cette époque, la Chine ne prônait pas la limitation des naissances. Mao avait dit « Plus nous serons nombreux, plus nous aurons d'aide ». J'ai peint cette scène d'après un souvenir de mon enfance. C'est Jinan, ma ville natale. Une vieille ville de la Chine orientale. Il y avait des fleurs de lotus et des saules partout. J'ai toujours aimé dessiner, et mes premiers sujets tiraient leur inspiration d'une bibliothèque pour enfants. En 1966, Mao Zedong lançait la grande révolution culturelle et tous les étudiants devinrent membres de ses gardes rouges. Ils fermèrent cette bibliothèque.
Mao voulait faire disparaître l'ancienne culture et ériger une nouvelle société. Nous lisions tous le petit livre rouge de Mao Zedong. Mao était infaillible. Notre dirigeant suprême s'adressait un jour à des millions de ses gardes rouges sur la place Tian'anmen. Vous, les jeunes, vous êtes comme le soleil à 8 ou 9 heures du matin. C'est en vous que réside l'espoir. Le monde vous appartient. L'avenir de la Chine vous appartient. Le proviseur de notre lycée fut dénoncé par sa fille et accusé par les gardes rouges d'entretenir des valeurs capitalistes. Il se suicida, admettant ainsi sa culpabilité. C'était un mauvais homme qui ne méritait pas de sympathie. C'était la première fois que je voyais un mort. J'avais 8 ans. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse. La révolution, c'est un soulèvement, un acte par lequel une classe en renverse une autre. Un jour, quand j'avais 9 ans, en revenant de l'école avec des amis, nous avons trouvé une boîte de carton dans un champ de maïs. Dedans, il y avait le cadavre d'un bébé mort. Nous savions tout de suite que ce bébé mort était un ennemi du peuple, parce qu'il n'était pas mort à l'hôpital. Nous avons lapidé de petits cadavres. Il y a une église catholique à Jinan. J'étais terrifié par l'architecture de cet édifice, même s'il avait maintenant été transformé en usine de textile. On m'avait raconté qu'autrefois les missionnaires faisaient des expériences sur les orphelins chinois. L'esprit de ces enfants hantait encore cette usine. Pour moi, l'Occident représentait les ténèbres. Il y avait un seul exemple de littérature étrangère dans mon manuel scolaire, La petite marchande d'allumettes de Hans Christian Andersen. Je pleurais en lisant cette histoire et j'éprouvais de la pitié pour cette petite fille et pour tous les petits pauvres de l'Occident. Je ne manquais jamais de lire les journaux le 1er de l'an. Il y avait toujours un article avec des photos prises à New York, où l'on voyait des tas d'enfants sans abri, qui étaient morts de froid la veille de Noël. J'avais de la chance de vivre dans la Chine nouvelle. Nous avions l'éducation gratuite, 3 repas par jour et des vêtements chauds. Si ce n'était pas de notre dirigeant suprême, le président Mao Zedong, et du Parti communiste, nous n'aurions pas une telle qualité de vie. Mao Zedong万岁! 共产党万岁! Nous vivions dans un immeuble d'habitation de conception soviétique, avec des tunnels souterrains et des abris en cas de bombardement. Mon père m'avait fabriqué une lance en bois. Tous les gardes rouges en avaient une. Et tous les jours, durant la guerre du Vietnam, nous nous exercions aux arts martiaux. Les Vietnamiens étaient nos camarades et nos frères.
J'ai fait ce dessin en 1969. Le peuple vietnamien sera vainqueur. Les USA seront vaincus. À cette même époque, toutes les universités et tous les collèges furent fermés. Les étudiants allaient dorénavant s'instruire en travaillant avec le peuple. Ma sœur, la plus vieille, devint danseuse dans la troupe de propagande de l'armée. Ma deuxième sœur devint ouvrière en usine. Et ma troisième sœur, paysanne. Et moi, je rêvais de faire partie de l'armée populaire de libération. J'adorais l'uniforme. Et je voulais suivre l'exemple de Normand Bethune, ce médecin canadien mort en 1939, en sauvant des vies chinoises durant la lutte contre des Japonais, qui avaient envahi la Chine en 1937. Au cours des 8 années suivantes, 20 millions de Chinois avaient été tués, y compris des membres de ma famille. Le président Mao Tse-tung a écrit un article à la mémoire du Dr Bethune. Nous devons tous apprendre de lui ce parfait esprit d'abnégation. Ainsi, chacun peut devenir très utile au peuple. Je voulais devenir un internationaliste et combattre pour libérer ces enfants qui souffraient sous le capitalisme. La moitié de l'année scolaire était consacrée à l'entraînement militaire et au travail en usine ou à la ferme. On nous incitait à faire une bonne action par jour. Chez nous, nous avions un bol avec des poissons rouges. Mes parents durent s'en défaire. C'était bourgeois d'avoir des petits animaux familiers. Dans les carreaux, nous avions collé du ruban pour nous protéger des éclats de verre en cas d'attaque par les Russes ou les Américains. Mais nous n'avions pas peur. Nous aussi, nous avions la bombe atomique. Le président Mao ordonna à la population de se préparer à la guerre après les affrontements entre l'armée chinoise et l'armée russe. Un jour, mon père me dit que les gardes rouges le soupçonnaient d'être un espion parce qu'il avait un nom russe. Il devint hystérique et tenta de se pendre. Je m'accrochai à sa jambe en pleurant et en le suppliant de ne pas faire ça. Je lui ai sauvé la vie. Une autre fois, alors que je dessinais sur un mur avec mon frère, je m'aperçus que quelqu'un avait griffonné un X sur le nom de notre dirigeant suprême. C'était sans doute l'œuvre d'un ennemi de classe. Nous avons rapporté ce crime contre-révolutionnaire au comité populaire. À ma grande surprise, on nous considéra comme les principaux suspects et on nous dit d'avouer notre crime. Nous serions libérés si nous disions qui était le chef de notre bande. J'étais confus et terrifié, mais je demeurais ferme. Ma loyauté envers notre dirigeant suprême me donnait du courage. J'étais attaché à mon père et à ma mère, mais j'étais encore plus attaché au président Mao Tse-tung. J'étais jaloux de ses 2 enfants. Mon plus grand rêve était de voir le président Mao Tse-tung de mes propres yeux sur la place Tian'anmen. Le 9 septembre 1976. Le président Mao Tse-tung était mort. Je l'avais cru immortel. Le président Mao Tse-tung est le soleil rouge qui ne se couchera jamais dans nos cœurs. 2 jours plus tard, c'était mon 16e anniversaire de naissance. Il allait se passer plusieurs années avant que je ne célèbre mon anniversaire. 3 mois plus tard,
je m'enrôlai dans l'armée populaire de libération. Me voici à 17 ans, enfin sur la place Tian'anmen. La place Tian'anmen, porte de la paix céleste. Ce gigantesque espace peut contenir 1,5 million de personnes. C'est le cœur de notre nation. J'allais finalement avoir l'occasion de voir Mao Zedong de mes propres yeux. Mais ce que je verrai, ce ne serait pas le Mao Zedong dans les films et des affiches. Beau, radieux et plein de vigueur. Me voici 4 ans après la guerre du Vietnam. À 19 ans, le Vietnam a envahi le Cambodge. L'armée chinoise tente de venir au secours des Khmers rouges de Pol Pot et se bat à présent contre ses anciens frères et camarades de l'armée vietnamienne. J'ai dessiné cette affiche en l'honneur de nos nombreux jeunes blessés de guerre. Cette guerre frontalière révélait nos faiblesses. J'ai donc réalisé cette autre affiche de propagande intitulée « Pour la guerre de demain ». Le 9 février 1980, je devins membre du Parti communiste chinois. Dans mon journal, j'écrivis « Je suis résolu à être aux premières lignes du combat pour bâtir et protéger notre mère patrie. Je ne déshonorerai jamais le parti. » Un an plus tard, à 21 ans, mon service militaire prenait fin et je rentrais chez moi. Mais tout était en train de changer. Nous voici en 1981. Sous notre nouveau dirigeant, Deng Xiaoping, la Chine avait brisé son isolement et ouvert ses frontières à l'Occident. Je laissais derrière moi le puritanisme de ma vie militaire et dessinais ma première œuvre romantique. Je m'inscrivis comme étudiant à l'école centrale des Beaux-Arts, au cœur de Pékin, à quelques pas de la place Tian'anmen. Mao était mort depuis 5 ans. Sa statue se trouvait maintenant dans un coin poussiéreux. Les maîtres de la Renaissance européenne étaient nos nouvelles idoles. Jour et nuit, nous écoutions la 5e symphonie de Beethoven. Les Confessions de Rousseau étaient mon livre préféré. Je me souviens de la première fois où j'ai vu un modèle nu au cours de dessin. J'ai rougi et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je dessinais tant et plus. Je rêvais de devenir un grand artiste. En 1983, la ville de Pékin me décerna le prix du meilleur étudiant. J'avais encore mes valeurs communistes, mais en réalité, la plupart des jeunes en avaient marre de l'idéologie communiste. Mon premier amour prit fin abruptement parce que ma petite amie me trouvait trop idéaliste. Les jeunes étaient davantage inspirés par les noms comme Nietzsche et Sartre et par le rock'n'roll et le sexe. Je me trouvais pris entre Marx et Coca-Cola. En 1985, j'obtins mon diplôme et on m'engagea pour enseigner à l'école des Beaux-Arts. Cette année-là, le secrétaire général du Parti communiste, Hu Yaobang, lançait une campagne pour améliorer le niveau de scolarisation de la nation. Plusieurs milliers de diplômés furent envoyés dans les campagnes pour former des instituteurs. Durant cette mission d'1 an, j'ai pu voir l'étendue de la pauvreté et de l'analphabétisme.
Pour la première fois, je me suis demandé pourquoi, après plus de 30 ans de socialisme, la Chine était si loin derrière les pays capitalistes de l'Occident. En 1987, Hu fut révoqué comme secrétaire général sous prétexte qu'il encourageait la libéralisation bourgeoise. J'étais découragé et je décidai de ne jamais me lancer en politique. En 1988, je tombai amoureux de Yu, une étudiante de littérature française. Elle m'apporta la sérénité et mon art fleuri. Mais cette vie agréable fut interrompue par la mort de Hu Yaobang le 15 avril 1989. Des milliers d'étudiants se rassemblèrent sur la place Tiananmen pour commémorer Hu et pour réclamer des réformes démocratiques, la liberté d'expression et un terme à la corruption. Mais le 20 mai 1989, la loi martiale fut déclarée. Ce fut un choc pour nous. À sa mort en 1977, mon grand-père était un membre distingué du parti. Le Parti communiste n'était plus le parti de la génération de mon grand-père. Le lendemain, je démissionnais du parti, même si je gardais encore mes idéaux communistes. La déesse de la démocratie que les élèves des Beaux-Arts avaient fabriquée était modelée sur la statue de la liberté, de toute évidence. Nous avions oublié la guerre du Vietnam et l'histoire de la petite marchande d'allumettes. Et nous ne croyons plus qu'il y avait des enfants sans abri à Manhattan. Pour nous, l'Amérique représentait la démocratie et la prospérité, même si aucun de nous n'y était jamais allé. Le 4 juin 1989, le jour le plus sombre de ma vie. Je n'arrivais pas à croire que mes anciens camarades faisaient feu sur leur propre peuple, pas sur un ennemi, mais sur l'avenir de notre nation. Il y eut un gros orage juste après le massacre. On aurait dit que c'était l'esprit du président Mao Zedong qui pleurait amèrement. Le sang fut emporté par la pluie. Mais l'odeur du sang restera toujours sur la place Tiananmen. Beijing était comme une ville occupée durant des mois qui suivirent. Nous vivions dans la peur, la colère, la tristesse, la confusion et les cauchemars. Le 15 octobre 1989, 2 semaines après avoir épousé Yu, j'ai quitté la Chine pour l'Amérique du Nord, où j'espérais ne voir aucune violence, aucune haine et, bien sûr, aucun sans-abri. J'étais très triste et j'espérais qu'un jour, je pourrais rentrer chez moi, voir mes êtres chers et revoir le soleil se lever sur la place Tiananmen.